Bonsoir tout le monde. Il est 5h30, alors on va commencer la réunion. Alors, ce soir, c'est une réunion du comité permanent du Conseil sur les stratégies et les politiques publiques. Alors, on a quelques présentations ce soir. Alors, la première présentation, avant d'annoncer la première présentation, ceux qui ont besoin d'appareils pour la traduction, s'il vous plaît, vous les procurez en arrière. For those who need translation devices, you can get them at the back of the room. Alors, on commence avec la première présentation, qui est Harvest House Atlantic, M. Carl Mascray. Maire adjoint, membre du conseil, merci de me permettre de venir vous faire une présentation. Je suis Carl Mascray, je suis directeur et fondateur de Harvest House. Je veux vous faire connaître Harvest House. Je veux vous faire connaître les progrès que nous réalisons. J'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Harvest House a débuté en 1997. Nous avons découvert rapidement à ce moment-là que les personnes qui n'ont pas d'endroit à aller, ils ont besoin d'abri, d'hébergement, ils ont besoin de logement. Au début, nous avons acheté une propriété sur la rue High. Nous avons 30 lits pour les femmes et les hommes. Nous servons 150 repas par jour, entre le petit déjeuner, le déjeuner et le souper. Nous avons des cours qui sont offerts à chaque après-midi. Nous avons un gestionnaire de cas. Alors, lorsque quelqu'un se présente chez nous, nous avons quelqu'un avec qui ils peuvent parler. Nous leur demandons leurs besoins et comment vous pouvez vous aider. Nous ne voulons pas que les personnes existent dans notre abri. Notre objectif a été d'aider les personnes pour retourner dans la communauté. Donc, nous avons un service de counseling. Il y a des professionnels de compétences qui viennent offrir des cours. Et là, le gestionnaire de cas leur dit, avez-vous besoin d'un logement? S'ils ont besoin d'un logement, qu'ils ont l'incitatif d'aller de l'avant, est-ce qu'ils sont prêts d'assister à l'école ou d'obtenir leur 12e degré? Nous avons un enseignant à temps plein, nous leur fournissons un professeur. Il commence à chercher du travail au GED. Nous avons des groupes pour qu'ils puissent obtenir une confiance. Et nous pouvons devenir une référence pour eux lorsqu'ils vont chercher du travail. Alors, Step Out Housing a commencé. 3 ans passés, nous on a ceux qui veulent progresser, mais leur offrir un logement, des comptabilités, encore une fois, ils ont la possibilité des cours qui sont offerts au centre communautaire à tous les jours avec le gestionnaire qui est là pour leur aider avec la prochaine étape pour s'intégrer dans la société. Nous avons 21 lits pour les hommes et 8 pour les femmes. Alors, le Step-Up Housing va tellement rapidement, il cherche cette petite étape pour aller de l'avant. Et ceux qui sont aux prises avec des dépendances sévères, nous avons commencé 12 ans passés. Les personnes venaient chez nous et ils avaient une dépendance sévère. C'était difficile d'avoir un hébergement lorsque quelqu'un est aux prises avec les drogues ou les boissons alcooliques. Nous avons commencé un programme de recouvrement de mémoire. Alors, ceux-ci sont juste à côté de notre abri principal. Il y a 12 lits dans l'édifice bleu et 9 dans l'édifice d'à côté. Toute la programmation est offerte au centre d'à côté. À tous les matins, il y a des professionnels qui leur offrent d'encouragement, des témoignages pour permettre aux personnes d'aller de l'avant et de suivre les cours, les étapes semblables aux étapes de l'alcoolique anonyme. On est exposé au YMCA l'après-midi. Il commence à améliorer leur santé ou il commence les détails de santé. Il y a un cours de formation l'après-midi. À 16h, ils ont un souper dans l'abri le soir et des bons repas leur sont servis. Quelqu'un a mis 40 livres la première semaine. Alors, ils viennent et ils sont venus pour manger et ils ont engraissé de 40 livres. Maintenant, l'avantage pour ce programme de Step Up,
ça va beaucoup plus vite que le programme de rétablissement car ça offre une habitabilité. Nous avons des personnes qui sont dans notre programme de dépendance de mois. Certains quittent plus tôt, ils pensent qu'ils sont bien, ils se retrouvent hors chute. Alors, on leur demande de demeurer 9 mois. Ceux qui suivent les 9 mois font beaucoup mieux que ceux qui demeurent 5 mois. Alors, plusieurs reviennent. On leur dit, qu'avez-vous besoin? Voulez-vous suivre à nouveau le cours de 9 mois? Ils disent, si nous avons besoin. Alors, je leur dis, si nous pouvons vous trouver un endroit où vous avez une occasion de vivre dans la communauté pour respecter les autres. Deuxièmement, ils disent, nous avons besoin d'habitabilité. Ils disent, oui, nous avons besoin d'habitabilité. Quelqu'un m'a demandé dans les yeux, comment est votre journée? Ils étaient dans un programme de 9 mois et dans le deuxième programme, on leur a demandé de signer un accord qu'ils sont prêts à être testés. Ceux qui vivent là tentent d'obtenir un avancement scolaire. Et le troisième, c'était genre de structure. Certains n'ont aucune structure lorsqu'ils ont demeuré en dépendance et sont debout, ivres jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Alors, on leur demande de se lever tôt le matin et de suivre un programme, au moins jusqu'à ce qu'ils trouvent du travail. Cette structure a aidé certaines personnes de se rendre dans une qualité de vie positive. Alors, certaines personnes les embauchent. Alors, ils nous téléphonent et on va leur aider, les patrons, c'est-à-dire à pouvoir s'adapter. Quatrièmement, on leur demande de payer au fur et à mesure où ils progressent. Si quelqu'un vient en bonne santé, la dépendance, c'est moi. On veut qu'ils brisent mes besoins. Alors, on veut qu'ils aillent de l'avant et qu'ils agissent pour les autres. Alors, ça aide vraiment à transformer notre communauté. Nous sommes remplis dans tous nos programmes maintenant. Nous ne cherchons pas de faire grandir notre hébergement. Alors, nous voulons faire avancer notre programme de logement. Alors, nous disons que nous n'avons pas de cours pour les femmes. Nous sommes aux prises avec la prostitution et toutes sortes de questions qui sont tous ceux qui cherchent de l'aide. Alors, nous sommes en train présentement de lancer et de chercher un endroit, un partenariat pour élaborer un cours de recouvrement. Et nous pensons que c'est une vraie nécessité. Parce que personne nous demande si nous avons un abri pour les hommes et les femmes. On leur dit oui, mais seulement un cours de dépendance pour les hommes. Alors, il y a des programmes qui sont à Moncton. Ils sont remplis eux aussi. Si quelqu'un demande de l'aide avec une dépendance, vous sentez le besoin de leur aider. Alors voilà les 3 programmes. Comme j'ai mentionné, le programme des femmes va de l'avant. Nous dirigeons dans cette direction-là. Nous cherchons une propriété que nous pourrons obtenir avec 2700 pieds carrés. Nous voulons pouvoir avoir des hommes d'affaires à la retraite qui pourront venir utiliser leurs compétences et aider les personnes et leur permettre d'entrer dans le marché. C'est fondamentalement où nous en sommes, de passion, c'est de connecter les personnes avec une passion et ceux qui sont dans le besoin. Alors nous rejoignons les personnes de foi et ceux de bonne santé et nous voulons que tous puissent apprendre à travailler ensemble dans la société. Alors voilà, Harvest House, je peux répondre à des questions si vous en avez. Monsieur Godet. Much, Mr. McCarty. Did you say that? As-tu dit que les 2 maisons que vous avez sont les vôtres? Oui. Nous avons 6 propriétés que nous appartenons maintenant. Alors, les 2 que nous avons sont pour le recouvrement. À l'arrière, nous négocions avec le propriétaire d'une propriété commerciale de 2700 pieds carrés. L'arrière et notre clôture, nous voulons développer sur notre localité, dans l'édifice d'à côté. Nous parlons avec eux pour avoir une maison de réhabilitation pour les femmes. Celle-ci, c'est présentement une de nos maisons de programme d'avancement de l'autre côté de la rue. Alors, celle-ci ici, c'est le rétablissement des femmes sur... Non, l'habitation, c'était pas pour les femmes.
qui aide les femmes à se réajuster avec le temps. Certaines sont aux prises avec une grande dépendance et ont besoin de plus de temps. Nous avons 6 propriétés tantôt. Vos propriétés sont relativement proches les unes des autres, à quelques rues les unes des autres. C'est ainsi que vous voulez fonctionner. Le programme de dépendance et l'autre programme sont dans un même endroit. Si vous offrez une programmation séparée, ça coûte un prix énorme. Alors, ceux qui s'en viennent, leur rétablissement. Alors, l'abri et step-up, nous voulons qu'elles soient à proximité les uns des autres, mais nous voulons être à environ dans un rayon de 3 rues les uns des autres. Ils peuvent apprendre à s'ajuster. Nous ne voulons pas qu'ils soient comme un édifice institutionnel. Alors, nous voulons les intégrer dans la communauté. Et vous voulez utiliser les édifices qui existent déjà? Oui. Alors, de l'expansion, nous voulons retenir tout ce que nous avons. Et une nouvelle expansion et développement de compétences nous permettra de pouvoir grandir ce que nous avons maintenant. Et toute la formation sera sur place. Alors, nous pouvons faire un rétablissement à prix beaucoup moins qu'un programme qui s'est offert seul. Merci et bonne chance. Councilor Cormier. Comment votre programme de recouvrement de dépendance se compare au programme provincial de dépendance tel que le détaxe sur Mapleton? Nous travaillons avec eux et celui à Spring Hill et à Yarmouth et ailleurs. Nous avons quelqu'un là-bas qui est vraiment dans une situation grave. Alors, ils ont été là depuis 2 ou 3 mois. On leur demande d'aller à Mapleton, de se désintoxiquer, et puis nous voulons les ramasser à la porte. Sinon, ils s'en vont et ils vont retourner consommer. Alors, ils viennent encore. On dit d'aller en désintoxication, on dit on vous prend seulement si vous pouvez aller vous chercher à la porte. Mais ils doivent être sobres pendant 5 jours avant d'aller plus loin. Merci beaucoup. J'en vois pas. Merci, M. McCary. C'était très intéressant et informatif sur votre organisation et le travail que vous faites. Alors, merci beaucoup. Merci. Avant de quitter, je me dis, si vous voulez venir collectivement, comme groupe, venir visiter, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez venir voir les programmes que nous avons à offrir, je veux vous dire merci pour votre appui du passé. Et j'espère que nous pourrons avoir votre partenariat dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci. Alors, le prochain point, c'est présentation au sujet d'une balançoire adaptée pour l'école Sainte-Thérèse avec Mme Nathalie Bérubé et Mme Chantal Laviolette. Bonsoir à vous tous. Je suis extrêmement nerveuse. Ça fait que quand un projet nous tient à cœur, on veut tellement bien le délivrer que des fois, la nervosité embarque, malheureusement. C'est ça, je m'appelle Nathalie Bérubé. Bonjour, Chantal Laviolette. Je suis agente communautaire à l'École Sainte-Thérèse. Nous venons ici pour vous faire une demande de fonds pour une balançoire adaptée, une demande de 3 000 $. Je vous explique un peu le contexte. L'école Sainte-Thérèse accueille 600 élèves. Cette belle école a une clientèle, bien sûr, très diversifiée. Elle reconnaît que chaque enfant peut apprendre selon ses intérêts, ses aptitudes et ses besoins qui sont particuliers. Par contre, il y a un élément qui est primordial, c'est le bien-être. Si ces enfants-là ne se sentent pas bien, ces enfants-là n'apprendront pas. Et nous avons besoin de votre aide pour combler le bien-être de chacun de nos élèves, y compris nos élèves qui ont une chaise roulante.
Nous avons eu tout un processus pour cette balançoire adaptée. Premièrement, on a eu des élèves de la 4e année de notre école qui ont travaillé au niveau de ce projet-là et qui ont venu le présenter justement ici pour le budget participatif. Malheureusement, on n'a pas été retenu comme projet. Par contre, la compagnie Superior Millwright a été touchée par la valeur du projet et nous a contactés pour pouvoir faire la balançoire. Donc, et je crois que vous avez reçu quelques photos parce que nous avons pu y aller la voir samedi passé, faire un essai. Fait que la balançoire est entamée par la compagnie, un don de la compagnie, donc aucun sou de notre part. Cependant, cette balançoire-là a besoin de tout un terrassement à l'école, qui est le ciment, tout, vous savez, là, faire le trou, hein, etc. Et d'où vient le coût de ce 3 000 $-là? Et vous êtes notre 4e étape, notre dernière étape. Nous avons besoin de ce 3 000 $ pour pouvoir finaliser ce projet au mois de mai et vous inviter à cette belle grande ouverture d'avoir cette première balançoire adaptée qui ferait partie de l'école Sainte-Thérèse, mais bien entendu qui ferait partie de la communauté de Dieppe parce qu'elle serait accessible en tout temps pour tout enfant qui a une chaise roulante et qui peut venir passer un bon temps en famille et même à l'école, de pouvoir participer enfin à la récréation comme tout le monde. Ça fait que merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as quelque chose que tu veux rajouter. Enfin, je suis ici pour accompagner ma directrice adjointe parce que j'ai été impliquée depuis le début. Alors, c'est moi qui avais monté un peu le dossier pour le budget participatif. Notre idée première, enfin, au bout de la ligne, le résultat qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on a une balançoire encore beaucoup plus de qualité qu'on aurait eu si on l'avait acheté de la première compagnie qu'on vous avait présentée à travers du budget participatif. Alors, on avance bien, mais c'est ça. C'est comme Mme Nathalie vous explique, on est rendu vraiment à la 4e étape et on aimerait que l'ouverture officielle de cette balançoire se fasse aussitôt qu'on peut au mois de mai. Alors, on serait dans les dernières semaines de planification avec le comité. Je suis surtout ici aussi pour répondre à vos questions, si vous en avez par rapport au projet. Je ne sais pas si vous pouvez bien lire ces petits. Hein? On a une copie. OK. Alors, j'ai une question de la part du conseiller Nolan. Merci, M. Marspléon. Super belle initiative. Je suis très content qu'on a des entrepreneurs de la communauté qui s'impliquent. Oui. C'est excellent, c'est super. Ma question serait, c'est quoi la hauteur entre le plancher et la balançoire même? Ça a été calculé selon les gens qui ont travaillé sur la balançoire, alors des ingénieurs. Okay. On l'a vu samedi. Enfin, la petite fille, l'élève en chaise roulante est embarquée dessus. On a fait comme un genre de test. Je ne sais pas exactement la hauteur exacte, on ne peut pas vous le dire malheureusement. On n'est pas aussi connaissant que ça. Mais c'est à peu près quelques pouces de hauteur. Il ne faut pas que la plateforme... Peut-être juste utiliser le micro. Excusez. C'est à peu près quelques pouces de hauteur parce que on veut pas, parce que vous savez que je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais le dossier parce que c'est difficile de pousser une chaise roulante dépendamment de l'enfant ou l'adulte qui est à l'intérieur. Il ne faut pas que ça soit trop haut là. All right. Super. Juste, ouais. Non, c'est bien. Conseiller Jean-Claude Cormier. Merci, Monsieur le maire adjoint. Félicitations pour le projet. Mais moi, ma question, si c'est installé dans la cour de l'école, est-ce que les jeunes, est-ce que c'est ouvert au public que ça pourrait être défait, brisé? Je pense que vous savez, dans tout parc, il y a toujours une possibilité de tout, malheureusement. Mais je peux par contre vous dire que ça va être très sécuritaire parce qu'on va faire une clôture qui va faire le tour de la balançoire parce que la plaque de ciment va être 18 par 18. Donc, cette clôture va faire vraiment le tour de la plaque de ciment.
Parce que, comme vous savez, c'est quand même fait en métal tout long. Ça fait que quand la balançoire va bouger, on ne veut pas qu'il y ait un accident qui se passe, surtout dans une cour d'école avec plein d'enfants qui bougent partout. Ça fait qu'ils vont devoir ouvrir la petite clôture, traverser avec l'adulte, ensuite faire avoir du plaisir. Ça fait qu'au niveau sécuritaire, ça sera parfait, je vous l'assure. Merci. Conseiller Godette. Premièrement, Mme Nathalie, vous êtes défendue pas trop pire. Merci. Je suis certain, connaissant Mme Chantal comme votre support moral, je suis certain qu'elle ne vous aurait pas permis de vous écarter bien loin. Merci. Ma question est-ce que c'est à l'intérieur du parc ou du terrain de jeu existant ou est-ce que c'est à côté? Là, j'ai entendu une couple de, comment dire ça, de phrases là, qui me font poser la question. Je vais me tenter. On a eu différentes discussions à ce sujet-là parce qu'on se demandait exactement où est-ce qu'on allait la placer dans la cour d'école. Les photos que vous avez, la balançoire est en noir, je pense, mais elle va être peinturée en couleur rouge, bleu, jaune pour se jumeler avec les équipements qu'on a déjà sur place. Alors, ce qu'on a décidé, enfin, le comité, c'est de la placer le plus près, je pense, de la porte. C'est ça, à compter des balançoires, parce qu'on ne veut pas exclure la petite fille en chaise roulante. Elle veut se balancer avec les autres enfants, ça fait qu'on veut que ça soit proche, mais aussi que ça soit proche de la porte de sortie qu'elle utilise régulièrement, cette jeune fille. Tout de suite, on peut la sortir dehors en chaise roulante, mais elle reste dans sa chaise roulante. Il n'y a pas d'activité pour elle. Alors, la balançoire va être située le plus près possible d'une porte où est située sa chaise roulante. Et la fille ou la personne qui est... c'est le moteur de la chaise roulante, là, je suppose? Pour cette année. Okay. Mais on a d'autres qui s'en viennent. Okay. C'est ça, c'est un projet communautaire. Alors, il doit toujours avoir une adulte. Ce que j'appelle le moteur, là, la personne qui pousse, il y a toujours une adulte qui peut ouvrir la porte et fermer les sécurités, etc. Merci, bonne chance. Merci. D'autres questions de la part des membres du Conseil? J'en vois pas. Alors, moi, je vous remercie. Ah, OK. Ça n'était pas allumé tantôt. Ouais, non. Tu regardais, j'ai pesé le bouton, puis là, tu t'as levé la tête. I guess que ma question serait, ça serait quoi essentiellement les prochaines étapes au point de vue de nous autres à suivre? Ça serait-il à eux de soumettre une demande officielle à votre bureau, Monsieur le DG? Mais je pense que c'est ceci la demande. On n'a pas eu de demande avant. Alors, je pense que... Une recommandation du personnel, puis... Je peux dire qu'on a un programme de partenariat tripartite. Alors, habituellement, si vous obtenez la collaboration du district scolaire, de la province, nous, on y mettra notre part aussi. Alors, c'est... Monsieur Marspillon, si on peut se permettre, ça coïncide que les gens sont ici du service des loisirs, alors on va encourager les deux groupes à se parler. Voir avec ce projet ici, c'est quoi les éléments qui font partie du projet. On a vu du partenariat. Alors, les critères de l'évaluation du programme qui existent, les tripartites, on va pouvoir en faire une meilleure évaluation. Puis, si le programme existe, alors s'il rencontre les critères, l'argent peut être disponible de la municipalité. Mais s'il ne rencontre pas les critères, on reviendra au conseil en temps et lieu pour faire l'état du oui ou du non et du pourquoi. Luc et Jason sont ici, alors on pourra vous pourrez vous parler directement ce soir. Excellent. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. C'est qu'on vous demande, Mme Nathalie a mentionné un partenariat, on cherche un autre 3 000 $, mais je pense qu'il y aurait aussi la possibilité l'étape qui nous reste, c'est vraiment on a eu le ciment nous a été offert déjà, mais l'étape qui nous reste, c'est de la main-d'œuvre. C'est de creuser, de couler le ciment, de nous aider avec placer la balançoire. On sait que vous avez des gens qui travaillent sur vos équipes, qui font déjà de l'aménagement dans vos parcs. Alors peut-être qu'on pourrait discuter de cette option-là aussi.
Parce que c'est là qu'il nous manque tout de suite. C'est vraiment la seule étape là, pour finaliser notre beau projet. Alors, M. le maire suppléant, oui, on aura cette discussion-là, mais en temps normal, la compagnie qui vend la marchandise fait l'installation ou qu'on a une compagnie qui fait l'installation. Alors, c'est ça la discussion qu'on devra avoir avec vous, puis voir c'est quoi les partenaires, où est-ce que vous êtes rendus, puis qu'est-ce qui est demandé à la Ville, si c'est en argent ou si c'est en service. Alors, mais une belle présentation, puis on voit le mérite. Je pense qu'on ne peut pas aller contre le mérite de la nature du projet. On a un endroit au Parc Rotary Saint-Anselme qui est accessible. Alors, ça deviendrait un deuxième emplacement qui permettrait d'avoir des enfants qui pourront profiter aussi. Alors, Merci. moi, je vous remercie pour la présentation et je vous remercie en particulier pour vous occuper de ces enfants-là qui ont de plus grands défis que les autres et puis de travailler de façon inclusive. Alors, merci beaucoup. Merci. Maintenant, pour la troisième présentation, nous avons une présentation sur le revenu garanti par M. Armand Bannister. Alors, M. Bannister, à vous la parole. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir permis de venir vous rencontrer. Je ne sais pas où vraiment commencer parce que c'est un sujet qui commence à être tellement populaire. Puis j'ai remarqué qu'il y a déjà 6 de nos membres, de nos maires au Nouveau-Brunswick qui ont déjà prononcé favorablement sur le sujet, inclus le maire Yvon. Et puis, conséquemment, peut-être, vous avez vu les 2 feuilles que je vous ai proposées avec le but à la fin. Peut-être je pourrais juste faire un survol un petit peu plus que la feuille. La première fois que le sujet a été apporté au Canada au niveau gouvernemental, c'était à la province de l'Alberta dans les années 30. Le projet de loi était tout prêt, tout cuit, mais le fédéral a fait application à la Cour suprême, puis ont décidé à la Cour suprême que c'était ultra virus. En autre mot, ce n'était pas leur domaine. Et conséquemment, c'est mort là. Ça, c'est continuer quand même l'idée du revenu garanti. Et puis, prochaine grande étape est mentionnée dans le document au Manitoba, lorsque le premier ministre Ed Schreier a plus ou moins lancé le défi à Pierre Trudeau, que lui était prêt à avoir un projet pilote dans sa province. Et puis, le projet a procédé de 1974 à 1979 avec une fin prématurée lorsque les gouvernements ont changé. Premièrement au niveau de la province, puis après ça, quelques mois après, à Ottawa. C'est pas mort quand même. Beaucoup de recherches ont été faites et puis ont sorti des bonnes informations. Ça répondait à des questions qui avaient été poursuivies. Mais malgré que ça a été la prochaine grande étape, il y avait une étape au Nouveau-Brunswick. On se rappelle tous du programme d'égalité de Louis Robichaud. Au mois de mars 1970, la dernière année de son mandat, il a lancé un livre blanc sur la question et puis il a nommé un comité d'études. C'était effectivement pour adresser les problèmes qu'il voyait s'en venir, qui effectivement étaient très prononcés à ce temps-là aussi, qu'il y avait de la pauvreté, on parlait toujours de trouver des emplois, mais clairement, en 1970, on voyait que le plein emploi ne pouvait jamais arriver plus loin que peut-être 3% de chômage. Tout simplement parce que notre technologie se développe et puis, malgré qu'on cherche des emplois pour tout le monde, il faut se rendre compte que tout le monde ne va pas trouver de travail. Et puis, il y en a qui ne travaillent pas pour des raisons de maladie ou d'incapacité ou de problèmes d'autres sortes. Mais d'une façon ou d'une autre, on est arrivé au point maintenant, est-ce que c'est reconnu que c'est essentiel? Le mouvement a commencé en Europe pour arriver au niveau mondial. J'ai mentionné ça dans le document. Et puis, le dernier congrès a été tenu à Montréal en 2014. Le prochain est à Corée du Sud en juillet.
Et puis, c'est le 16e. En autre mot, c'est biennal. Ça veut dire que ça fait passer 30 ans que ça existe. Ici, au Nouveau-Brunswick, on n'en entend pas grand-chose. Mais moi, depuis 1971, ça donne que j'étais le directeur pour le projet d'études sur le développement social qui sortait du livre blanc. Et puis, j'ai toujours gardé cet engagement qu'il fallait avoir un revenu garanti pour ceux qui ne pouvaient pas trouver les moyens de prendre garde à eux-mêmes, prendre garde à leur famille. Et puis, on arrive à ce point-là. Alors, à ce moment-ci, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou si je dois vous féliciter d'avoir préparé ma présentation, parce qu'effectivement, les deux présentations qui précèdent, c'est exactement le même domaine. Et puis, Harvest House va avoir besoin de continuer leur travail du côté de l'entraînement et puis de faire un outreach, aller chercher les gens qui ont besoin de leur service. Et puis, les gens comme les deux dames qui ont fait la présentation ont parlé du bien-être de leurs enfants. Mais il y a beaucoup d'enfants qui arrivent effectivement à l'école avec une faim. Puis ce n'est pas parce qu'ils quittent trop tôt, c'est parce qu'il y a beaucoup de parents dans notre province qui effectivement n'ont pas les moyens de s'assurer qu'il y a une bonne alimentation et puis que ces enfants-là sont prêts à effectivement essayer d'apprendre. Le projet de Manitoba a effectivement démontré que lorsqu'on enlève ce problème-là de finances dans la famille, dans la communauté, les coûts de services de santé diminuent, les incidents de santé mentale, de problèmes de santé mentale diminuent, et puis le résultat à l'école augmente. À part de ça, le drop-out, à ce temps-là, était toujours assez grand. Et puis, au Manitoba, c'était en partie dans la ville de Dauphin, mais aussi en partie dans les coins où il y avait des ghettos, là, dans la ville de Winnipeg. Ces 1000 familles-là, dans la période de 4 ans, ça a démontré que ça portait des biens. J'ai commencé avec la question d'autorité qui avait été enlevée de l'Alberta. Et puis maintenant, j'aimerais terminer avec la question d'autorité pour vous. À quelques reprises, je communique avec les différentes municipalités. J'ai été dit, ce n'est pas vraiment notre domaine, c'est le domaine de la province, etc. Mais ça donne que j'ai été dans le domaine municipal pour un petit élan. Et puis, ça donne que j'étais là lorsque la loi sur les municipalités a passé. J'étais directeur de l'administration pour le ministère des Affaires municipales. Et puis, effectivement, ça donne que dans la cédule, ça s'appelle, je pense, l'annexe, dans la loi municipale. Et puis, lorsqu'on arrive à lire l'annexe 1, qui vous donne la direction de quels sont vos pouvoirs, les services que vous pouvez rendre. Et puis, l'ouverture décrit la totalité, puis là, donne des exemples. Alors, permettez-moi de lire tout simplement les 3 petites lignes. Les services qui sont permis au niveau municipal. Ce terme désigne tout service que le Conseil estime utile à la paix, à l'ordre et à la bonne administration de la municipalité et propre à encourager l'hygiène, la sécurité et le bien-être de ses habitants. Au moins clair. Mais là, ça va, et puis ça dit, à part de ça, il comprend, ces services, il comprend sans restreindre la portée générale de ce qui précède. Sans restreindre. En autre mot, on n'enlève pas de ça. La liste est tout simplement une liste d'exemples. Et puis, conséquemment, moi, j'insiste que le niveau municipal a une responsabilité pour les 3 qu'on vient de mentionner. Dans ce cas ici, je parle du bien-être de la personne. Lorsqu'on parle du bien-être social, le welfare, comme on dit, c'est devenu un terme négatif. Mais la raison que c'est devenu un terme négatif, on a vu ça des 2 directions. Ceux qui le reçoivent sont faits
il faut qu'il passe à travers des exercices de qualification, puis on lui demande des questions embarrassantes, puis on les suit de toutes sortes. J'ai, comme peut-être certains d'autres, ont reçu des courriels. Je n'ai reçu à peu près 3 semaines passées du premier ministre, indiquant qu'il était encouragé, il voulait voir qu'est-ce qu'il pouvait faire. Puis je me rappelle la ligne, je me lève le matin, il dit, puis je me demande, qu'est-ce que je peux faire? M. Trudeau dit, qu'est-ce que je peux faire pour rendre le Canada meilleur pour nos citoyens? Puis il dit, le soir, je me couche, puis j'essaie d'analyser, voir si j'ai accompli quelque chose. Mais là, c'est un petit peu plus loin dans son courriel, il dit, tous les services sociaux que nous avons, économiques, un autre mot qui donne une contribution aux enfants, contribution pour ceci ou pour ça, c'est tout des diachylons, c'est tout du Band-Aid service. Alors, du fait qu'à l'élection l'année passée, qui ont promis de faire un effort pour adresser la pauvreté, j'ai un grand espoir que ça s'en vient. Si ce n'est pas dans le budget cet après-midi, que je ne connais pas le détail, croyez-moi, ça va être dans le prochain ou l'autre. Parce que les ministres, il y en a qui sont déjà engagés publiquement, se sont prononcés. La ville de Calgary, le maire Nenshi, la ville de Edmonton, le maire Iverson, le ministre des Finances de l'Alberta sont déjà à l'œuvre. Le premier ministre Couillard a déjà dirigé son ministre du Développement social effectivement préparer le programme parce que ça s'en va. Catherine Wynne, 2 semaines passées dans son budget, l'argent est là pour un projet pilote. Moi, ça fait quelques mois que j'essaie d'agacer nos politiciens au niveau provincial et fédéral de s'assurer que s'il y a un projet pilote, que c'est ici au Nouveau-Brunswick qu'on a besoin. Alors, je suis en train d'essayer de monter une branche de Basic Income Canada Network. Il en existe dans 6 provinces. Il n'y en a pas au Nouveau-Brunswick, il n'y en a pas à Terre-Neuve, il n'y en a pas au Manitoba, puis il n'y en a pas en Colombie-Britannique. Tous les 6 autres. Une conférence à Halifax le 9 avril. Tout le monde est invité. C'est une conférence pour poursuivre. L'île du Prince-Édouard est grandement à l'œuvre et puis il avance bien. Alors, au Nouveau-Brunswick, ce que j'essaie de faire, c'est monter l'intérêt et puis je communique avec d'autres maires, mais c'est la première fois que j'arrive à un conseil comme vous, un comité permanent, et puis que je vous suggère d'adopter une résolution, et puis ça serait pour deux buts. Une, ça serait pour prendre la position. Deuxièmement, faire comme la ville de Kingston, qui a passé une résolution assez similaire. Eux se sont engagés en Ontario pour aller auprès des autres municipalités et puis de pousser le gouvernement. Rappelez-vous qu'ils ont passé ça avant le budget de Mme Wynne. Alors, j'arrêterai là. Vous avez l'idée de qu'est-ce que je cherche. Ça ne vous coûtera pas d'argent. D'accord. Merci, M. Bannister. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? Conseiller Godette. Merci, M. Armand, pour votre, non seulement votre conscience sociale active, mais aussi votre connaissance des rouages administratifs et politiques. Puis c'est vrai qu'au niveau de, moi je dirais ça, de la longue période que ça a pris pour finir par arriver à la maîtrise en administration publique, un des éléments de stabilité sociale, c'est un revenu de base ou une entrée de fonds de base qui permet aux familles de subsister honorablement. Et puis, je sais que le bien-être ou la santé, ce sont des fonctions provinciales chez nous, mais je pense que votre approche au niveau de mobiliser, mobiliser l'opinion publique et de sensibiliser à la... Puis c'est toujours le grand défi à la bonne connaissance du projet, pour pas que ça parte de travers. Alors,
merci. Puis, moi, de ma part, je serai certainement sympathique à cette approche-là puis cette démarche chez nous. Merci, conseiller Godet. Vous avez soulevé un autre de mes passions, la question de compassion. Voilà 6 ans que Karen Armstrong a lancé le mouvement Chartre de la compassion. Ça fait le tour du globe. Il y a énormément de gens qui ont devenu membres en support de la charte. Moi-même et Rachel, ça fait 4 ans. Et puis, j'apporte la question aussi souvent que je peux. Il existe aux États-Unis en grande mesure, il y en a quelques-unes au Canada, je ne peux pas vous les nommer ceux-là, mais j'étais chanceux de participer à une rencontre à Atlanta au mois d'avril dernier. Et puis, Karen Armstrong était honorée par la ville d'Atlanta. Atlanta est une ville compatissante. Et puis ça veut dire qu'ils fouillent dans leur administration, ils fouillent dans leurs arrêtés pour s'assurer que tout reconnaît qu'on a mâles et femelles, qu'on a toutes sortes d'autres genres, on a différentes religions, puis que les arrêtés sont faits d'une façon à comprendre et puis essayer d'accommoder l'autre. Et puis si vous avez vu récemment, ça a porté une déclaration par la ville, imaginez-vous, là, la ville d'Atlanta, et puis tous les meneurs, tous les chefs de religion, imams, rabbis, prêtres, ministres, évêques, archevêques des différentes congrégations, de condamner le genre de langage qui se passe à ce moment aux États-Unis. Et puis on sommait M. Trump d'arrêter de parler comme ça. Ça, c'est la ville qui a fait ça, en guise de sa position comme une ville compatissante. À quelque temps, il faudra se parler de ça. Tu m'as lancé dans une direction, c'est ta faute. Mais ça n'empêche pas qu'il y a certains bouts de la rue Peachtree à Atlanta où tu y vas avec prudence. La ville est chanceuse. Ils ont un type qui fait du bien autour du monde, un ancien président, Jimmy Carter. Son centre là, est impressionnant. Alors, la résolution, l'approche que j'aimerais que vous considériez, c'est qu'avec une résolution comme ça vous permettrait d'influencer les autres, joindre les autres qui se sont prononcés avec maire Lapierre. Le 6e, c'est le maire de Bathurst, qui n'a pas été aussi loin que les 5 autres. Et puis l'autre, c'est d'effectivement prendre considération à apporter le sujet à la prochaine rencontre de l'Association francophone des municipalités de Nouveau-Brunswick. Parce que là, ça ferait boule de neige. Je suis convaincu que le revenu garanti s'en vient. Mais si on n'a pas une indication au Nouveau-Brunswick qu'il y a de l'intérêt populaire, les politiciens ne vont pas s'avancer parce que, comme vous savez, on veut toujours s'assurer qu'on ne crée pas des grosses vagues de la mauvaise direction. Alors ça, c'est un petit peu qu'est-ce que j'avais de l'idée. Alors, merci, M. Bannister. On va certainement apporter ça en conseil, puis l'étudier à fond, puis souhaitons qu'on l'adoptera. Merci. Et puis, l'offre est toujours là. Si vous voulez parler de devenir une ville compatissante, je suis là. Merci D'accord. beaucoup. Merci. Alors, la prochaine présentation, c'est un arbre pour la vie, et ce sont nos employés qui vont faire cette présentation. Justin Poirier. Okay. Alors, bonsoir, Justin. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va bien. Moi, pareil, je ne demande pas d'argent, ça va aller assez bien. Ça va être simple. C'est juste pour présenter un des nouveaux projets qu'on ajoute à notre programme de plantation communautaire. On le nomme Un arbre pour la vie. Donc, pour commencer, on va juste parler un petit peu d'historique de qu'est-ce qui se passe au niveau de plantation d'arbres. Les dernières années, depuis 2010, on aurait planté environ 800 arbres sur terrains municipaux. Ça va être au bord des chemins, sur terrain de jeu, dans les parcs.
Puis aussi, en 2013, on a ajouté une composante de planter sur terrain résidentiel. Ce programme-là, on l'appelle la plantation d'arbres communautaires. Puis, les 3 dernières années, on était à maximum, on était à 60 arbres par année. Puis, on a encore cette année, en 4e année, puis on a encore, au maximum, on a monté ça à 80 cette année. C'est un programme qui marche vraiment bien. Le taux de réussite est très haut. Jusqu'à ce jour, on a remplacé 2 arbres sur 180, donc c'est très impressionnant pour un programme comme ça. Les gens s'impliquent, ils arrosent, puis on fait participer la communauté dans le projet. Donc, beaucoup de visibilité. Puis, c'est une des raisons qu'on a ajouté un autre projet sur terrain résidentiel dont on va venir dans une minute. Puis, pourquoi planter des arbres? Il y a des dizaines d'avantages, même des centaines. Je n'ai énuméré quelques-uns, les plus évidents. Je sais que la ville de Dieppe s'engage pour diminuer les gaz à effet de serre de 15 % d'ici 2025. Ça, les arbres peuvent contribuer dans cette baisse de gaz à effet de serre parce qu'on dit qu'à peu près un arbre en moyenne va séquestrer 50 livres de carbone par an. Donc, pendant une vie, ça peut être considérable. On va dire qu'en moyenne, c'est la moitié de la masse d'un arbre ou d'un bio, c'est du carbone. Donc, tout ce qu'on peut ajouter, c'est bon pour notre environnement. Ça va purifier l'air qu'on respire, ça filtre les poussières, puis ça. Donc, le monde qui a des problèmes de santé au niveau d'asthme, des problèmes de poumons, c'est pas des gros avantages, surtout sur les personnes âgées. Augmenter la valeur des terrains. Les études démontrent que si tu aurais 2 terrains équivalents, 2 maisons similaires, un carré des beaux arbres, du beau landscape, tu pourrais t'attendre à avoir une valeur de jusqu'à 10% de plus sur celle-là que des arbres. Donc, c'est quand même pas négligeable. Ouais. Réduire la température de l'air en été, ça, on peut le voir même en diminuant les frais de climatisation de ta maison, au niveau de la ville aussi. Il y a plein d'avantages, des abris pour les animaux, et la liste continue. Donc, nouveau pour 2016, c'est notre nouveau programme, on l'appelle un arbre pour la vie. Puis, c'est que la ville va fournir gratuitement un arbre aux parents d'un nouveau-né qui aurait été né en 2015 pour notre première année. Donc, s'il est né entre le 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2015, il qualifierait pour un arbre. On demande que l'arbre soit planté sur un terrain de Dieppe. Puis, c'est ça, les parents doivent être résidents de Dieppe aussi. Au niveau de nos nouveaux couples, là, les nouveaux parents, souvent, ils peuvent être en appartement ou en logement loué ou quelque chose comme ça. Donc, on donne l'option aux parents de le planter sur un autre membre proche de la famille. Ça peut être un grand-parent ou un oncle, une tante, à condition qu'ils soient d'accord avec ça. Puis, ça va être les parents qui vont être responsables de planter l'arbre. Au niveau de la ville, nous autres, on va leur fournir l'arbre, aucun frais, un guide pour la plantation, puis on va aller sur le site pour essayer de les suggérer des meilleures places qu'on pourrait peut-être installer l'arbre pour pas que ça rentre en conflit avec nos services souterrains, puis les fils électriques, puis tout ce qu'on peut trouver sur un terrain municipal. Donc, le projet commence, on va commencer à prendre des demandes le 1er avril de cette année, puis on va aller jusqu'au 15 mai. Puis pour faire une demande, ça va être à la ville, sur notre site web, ou même appeler, ou venir à l'hôtel de ville. Est-ce qu'il y aurait des questions? Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du conseil? Monsieur Leblanc, conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire suppléant. Juste une question, une observation. Oui. Je sais que tu avais parlé de le taux de succès des premières branches d'arbres qu'on avait plantées sur le terrain municipal et puis programme de plantation d'arbres au résidentiel, oui, que le taux de succès pour remplacement est vraiment, vraiment bas. C'est ça. Moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est de ne pas les faire planter professionnellement. Mm-hmm. Est-ce qu'on s'ouvre la porte à avoir un plus gros taux de faillite de ces arbres si ce n'est pas planté professionnellement? Parce qu'il y en a comme que moi, j'ai
quelque raison, si je plante un arbre, je suis comme garanti, il ne va pas survivre. Je me demande juste s'il y en a d'autres qui ont le même succès que moi dans planter un arbre. Moi, Roger, c'est le contraire pour moi. Ah, je t'appellerai la prochaine fois. Au niveau de notre programme de plantation résidentielle, c'est les employés de la ville qui font la plantation. Puis c'est tout à faire avec le coût. Le coût me coûte à peu près 150 $ de l'arbre. Puis si on le donne en contrat, tu vas garder à 500-600 $ de l'arbre. Donc pour l'équivalent, c'est... Je pense que le taux de survie que ça que moi je peux apporter est comparable à ce que les compagnies peuvent nous donner. Oui, mais c'est juste parce que tout de suite, on demande aux... Ah, pour celui-ci, oui. Celui-ci, Oui. le dernier programme, on demande aux personnes de planter leurs propres arbres. Oui. C'est un sujet qu'on a eu en discussion. On fournit les plus petits arbres, on va les fournir un guide pour comment le planter, les donner des directives. C'est sûr qu'on n'a pas si un gros budget que le gros programme de plantation communautaire. Donc, c'est pour ça qu'on est un petit peu plus limité sur le service qu'on pouvait offrir. Je pense que c'est un très beau programme. C'est juste à vérifier si on voit qu'on a un taux de succès quand même assez élevé, ça serait bien. Mais si on voit que ça marche moins bien. Des arbres, ça ne marche pas, ça serait peut-être quelque chose à réviser. Oui, c'est sûr. Très bonne initiative. Bravo. Merci. Peut-être juste une précision, M. le maire suppléant, Justin. Le programme de plantation communautaire, je pense que les résidents sont responsables de faire le trou. Faire leur trou, c'est Alors, exactement. Ils sont guidés à l'endroit. Alors, ils ont une responsabilité de faire... Ils participent à la plantation de leurs arbres également. Oui. Alors, nous, on les accompagne dans cette initiative-là. Alors, ça va être un petit peu similaire, peut-être pas les accompagnements. Oui. On va donner nos directives sur les dimensions du trou, où est-ce qu'on devrait le planter, pourquoi, puis quelle sorte qui serait adaptable, qui s'adapterait à notre climat, puis notre sol, puis ça. Le produit qui va être à l'intérieur avec la racine de l'arbre et tout ça. Exactement, oui. On va être bien guidé dans l'initiative, alors. Ça vient tout au budget, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Conseiller Nolan. Merci, M. le maire suppléant. Donc, ici, on parle d'arbres feuillus, essentiellement. Feuillus, on a l'option d'aller avec un conifère aussi. OK. OK. C'est un super beau projet. Je veux dire, quand tu te promènes le long de la Chartersville, de la rue Amiro, spécialement l'été, avec tous les arbres qui couvrent le chemin, je veux dire, j'aime pas voir les fils électriques passer à travers, mais je veux dire, c'est super beau. Puis je pense que c'est vraiment une bonne idée. Donc, je veux dire, un nouveau-né en 2015, donc on promouvoit l'augmentation de la population d'une manière ou d'une autre. Mais c'est une manière à marquer, I guess, la naissance. Ouais, c'est super. Je veux dire, si on peut avoir évidemment les chiffres, puis si on peut, au niveau de communication, faire quelque chose pour les familles qui participent au projet. Ouais. Mais je pense que ça serait excellent aussi. Donc, Une chose que j'ai oublié de préciser, on offre aussi le service à des enfants adoptés. J'ai oublié de mentionner. Il n'y en aura peut-être pas beaucoup, mais... Puis, d'après les dernières années, en moyenne, il y aura à peu près 280 naissances à Dieppe. Donc, même s'il y en aurait un quart qui appliquerait, ce serait quand même significatif. c'est super. J'espère qu'au point de vue de nous, la municipalité, qu'on puisse sortir, au point de vue des communications, vraiment sortir le message, puis encourager les gens. Ouais. Non, super. Conseiller Brideau. Merci, monsieur le maire adjoint. Justin, moi, je suis très fier de te voir ici en train de nous parler de ce programme-ci, parce que moi, je suis fier personnellement de ce programme-ci. Du fait que, ça fait juste les 2 dernières années que je me suis vraiment impliqué, mais 34 ans passés, je plantais des arbres dans la même région où on a été, en arrière du Parc Rotary? Oui, dans le parc Rotary. Avec des enfants de l'âge de 6-7 ans, on appelait des petits castors. J'ai planté autour de tout près de 1000 arbres en arrière là, un peu partout dans le champ. Et je suis fier. Tu sais, je suis certain que les enfants aujourd'hui, qui sont de jeunes adultes maintenant, vont à l'occasion marcher dans le parc Rotary pour voir ces arbres, voir qu'est-ce qu'ils ont fait là, 34 ans. Et tu arrives aujourd'hui avec un projet, tu dis, bon, chaque enfant qui va naître, on va planter un arbre. Alors, pour moi, on crée une fier environnement pour notre ville. Alors, bravo, je lève mon chapeau. Oui, merci.
Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, merci beaucoup, Justin, pour nous... Oh, pardon. Conseiller Godette. Je pense que vous vouliez parler du parc Saint-Anselme. Oui, je m'excuse, Parc Rotary Saint-Anselme. Vous voulez pas savoir combien d'arbres j'ai causé d'être plantés dans le parc Saint-Anselme? Tu peux le dire, je suis curieux. Ça se compte dans les centaines et des centaines. Et aussi autour de la ville, et j'en suis très fier et félicitations pour cette approche ici pour, comment je dirais ça, distribuer les arbres dans toute la communauté. Merci. C'est beau. Puis, oui, l'aspect d'être invitant pour les enfants nouveaux arrivants, qu'ils soient adoptés ou d'une autre manière, je pense que ça, c'est vraiment, comme Armand le disait tantôt, un acte de compassion en même temps que de fierté. Je ne peux pas prendre le crédit sur celui-là, c'était l'idée à Luc Bugeaud, donc on pourra féliciter Luc. Ça va, un travail d'équipe. Un travail d'équipe. C'est juste moi, il fallait qu'il l'organise. Alors, merci, Justin, pour la présentation, puis merci de continuer à planter des arbres à Dieppe, parce que c'est un très beau projet et j'espère que ça va continuer dans les années à venir. Okay, merci. Maintenant, on passe au prochain point, qui est la révision de la politique A27 sur les dépenses des membres du Conseil, les comptes de dépenses des membres du Conseil. Alors, Et M. Simard à bien vouloir faire cette présentation ici. ah, je m'excuse. Donc, merci, M. le maire suppléant. Au cours de la dernière année, on a eu des commentaires des membres du Conseil, d'une part, et d'autre part, le service de la trésorerie aussi nous a fait des commentaires par rapport à la politique A27 qui concerne les frais des membres du Conseil. Et suite à ces commentaires-là, j'ai eu la tâche délicate, je dirais, d'amener ces points-là et d'apporter des corrections. Au départ, il était question de n'amener que des corrections très, très précises, mais afin d'amener de l'amélioration continue, j'ai pris toute la politique au complet et puis je me suis attaqué à cette politique-là pour l'améliorer et puis la rendre plus claire à mon avis. Certains éléments étaient épars dans cette politique-là, donc j'ai regroupé par thème les éléments qui la composent et j'ai procédé à une correction qu'on vous propose aujourd'hui. Évidemment, l'exercice aujourd'hui, c'est de voir la proposition qu'on vous fait puis de nous fournir des commentaires. Comme vous avez vu dans la documentation, je vous ai fourni un sommaire des principales modifications. Évidemment, cette page-là que je vous ai fournie ne contient pas l'ensemble de ces modifications-là. Je me suis fait un document de travail personnel dans lequel j'ai l'ensemble de chacune des modifications qui sont apportées, mais pour les fins de l'exercice d'aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de passer à travers le sommaire des modifications que je vous ai fourni. Je vous propose de passer à travers ces points-là. Je vais pouvoir vous référer aux articles puis aux pages directement du document. J'ai eu des discussions aujourd'hui aussi avec M. le maire suppléant. Puis il y a des points qui ne sont pas dans le sommaire des modifications que je vais aussi vous soumettre pour discussion. Donc, si vous permettez, on va commencer. Donc, les points ne sont pas numérotés, mais on va y aller avec le premier, puis on va passer à travers ces points-là un par un.
Donc, ce qu'on a fait par rapport à la politique A27, au premier point, c'est une révision complète de la politique qui, on vous le souligne, là, avait été adoptée, la dernière version en 2007. Au point 2, on souligne qu'on a apporté des améliorations et des précisions relatives au texte et au format. Juste pour vous donner une idée, on passe de 15 à 10 pages. Donc, je l'ai condensé et puis je l'ai épuré un peu. On a un principe chez les avocats du Québec, on parle de langage simplifié. C'est un peu ça que j'ai appliqué là, dans la rédaction de cette politique-là. Donc, au troisième point, on a ajouté des définitions. Vous pouvez les voir à l'article 1 et elles sont à la page 21 là, du document que vous avez là. On définit ville, requérant, qui se trouve à être n'importe qui fait une demande une réclamation, en fait, une réclamation de dépenses. On parle du conseil, réclamation de dépenses, et on parle du maire. Point 4e, on a créé de nouveaux articles afin de faciliter la recherche. Donc, pour ça, je peux vous référer, par exemple, à la page 20, dans laquelle vous allez voir une table des matières. Il y a plus d'articles, il y a plus de titres d'articles qu'il y avait auparavant, ce qui va faciliter la recherche là, par rapport aux divers sujets pour la réclamation. Donc, point 5. Un point particulier qui a été touché, c'est la réduction du nombre des élus participant à des conférences provinciales et canadiennes. Donc, pour ça, je vais vous référer à l'article 10 des pages 26 et 27. Donc, à la page 26, vous voyez, ça commence avec l'article 10. On reprend l'ancien texte là, qui parlait du compte intitulé « Conventions et délégations » qui est resté là. Et vous allez voir, en 10.2 et en 10.3, donc on traite des conférences provinciales et canadiennes. Pour ce qui est de l'article 10.2, on passe pour la participation à la conférence annuelle de la Fédération canadienne des municipalités. On passe de 4, si je me souviens bien, conseillers plus le maire à 2 conseillers plus le maire. Et dans le cas des associations municipales provinciales, vous retrouvez à l'article 10.3, on passe de 4 conseillers dans ce cas-là à 3 conseillers plus le maire. Donc, c'est la modification qu'on vous propose. Évidemment, si vous avez des questions par rapport à ça, il y en a auxquelles je peux répondre, mais évidemment, là, les gens de la trésorerie, d'autre part aussi, ont l'information, puis bien évidemment, notre directeur général aussi a les informations. Peut-être, M. le maire suppléant, si je pourrais ajouter à cet élément ici, au niveau de l'association canadienne, on parle aussi des régions atlantiques. Lorsque la conférence se déroule en Atlantique, on pourrait aller à 3 membres du conseil plus le maire. Et ici, on prend en contexte que le conseil de Ville de Dieppe est devenu membre de l'association UMNB. Alors, avec une autre association provinciale, la participation qui est demandée d'être plus fréquente à une association additionnelle, alors avec le même budget, et une réduction de 4 qui avait été demandée par le conseil à l'administration. Alors, tout ça a été mis dans le contexte de comment on pouvait mieux répartir la représentativité du conseil à des conférences et d'avoir un budget responsable et de respecter la réduction qui avait été apportée. Alors, je voulais juste ajouter sur ce contexte-là la révision de cette politique ici. Question, Monsieur le conseiller Béliveau. Oui, merci, M. le maire suppléant. Là, à ce point-là, qu'est-ce que je reviens à vouloir savoir, c'est est-ce qu'on a tenu compte aussi de l'approche que d'autres municipalités d'une taille comparable à la ville de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, de quelle manière qu'ils s'y prenaient? Est-ce qu'on a pu consulter, est-ce qu'on a pu obtenir ces renseignements-là d'autres municipalités? Je parle de probablement, principalement, Miramichi puis Edmundston, Bathurst jusqu'à un certain point, mais je n'irai pas aussi loin que Campbellton. Là.
mais à savoir qu'est-ce que leur approche, qu'est-ce que les chiffres qu'eux utilisent pour les délégations qui se rendent à des assemblées ou des regroupements de nos associations. Monsieur Merspléon, on n'a pas fait la recherche on peut le faire, et si vous nous demandez de le faire, on va le faire dans les prochains jours. Mais de mémoire, ça varie tellement entre municipalités. Il y en a que c'est 2, il y en a que c'est 4. Il y en a que c'est ponctuel, alors avec pas de politique. Alors, mais si vous nous demandez de faire la vérification, on peut le faire certainement. On sait qu'il y a des villes qui sont représentées, surtout à l'Association canadienne, où ça demande peut-être un petit peu plus d'investissement. Mais on peut faire la recherche si c'est sur le désir du Conseil pour avoir une référence. La raison que je le soulève, c'est bien beau qu'on veut évidemment refléter des ressources amoindries pour raisons budgétaires, mais je pense qu'on réalise le bienfait de la participation des membres du Conseil à ces regroupements-là, l'opportunité d'obtenir des renseignements, d'échanger des idées et aussi maintenir ces contacts-là d'une manière vivante pendant l'année pour être capable de développer des dossiers. Alors, pour cette raison-là, je pense, M. le maire suppléant, on devrait obtenir ces renseignements-là pour se donner au moins un aperçu. Et ça se peut bien qu'on va se rapprocher à ce qui est proposé ce soir, mais ce serait bon qu'on le fasse avec plein de données devant nous. D'accord, je pense qu'on va chercher ces renseignements-là. Il y a peut-être un autre élément aussi qu'il faudrait penser, c'est je ne sais pas combien de membres votants on a pour chacune de ces associations-là. Alors, peut-être que ce serait bon de savoir ça pour s'assurer qu'on a un nombre suffisant. Oui, chaque association a ses particularités. La FMNB, c'est 2. Les cités, c'est selon ceux qui sont présents, si je me rappelle bien. L'UMNB, je pense que c'est 2. Puis la FCM, il va falloir vérifier ça. Okay. Conseiller Nolan? Juste au point de vue, on dit Grand Moncton, mais on voudrait-il spécifier comment loin qu'on considère Grand Moncton? Comme vous pouvez voir, dans un cas, on parle du Grand Moncton, puis dans l'autre cas, on parle du 60 km autour de l'hôtel de ville. Okay. Je veux dire, je ne peux pas voir que FCM irait d'une petite communauté. C'est pour ça qu'on l'écrit de cette façon-là, effectivement. OK, c'est beau. Conseiller Cormier. Merci, M. le maire suppléant. Dans la 10-2 et la 10-3, advenant le cas où le maire n'assiste pas, est-ce que ça ouvre la porte à un troisième conseiller ou conseillère? Oui, c'est encore le même article comme que ça l'était auparavant. Le maire peut déléguer son remplaçant. Merci. Autre question? M. Brideau. Merci, M. le maire adjoint. Ma question est dirigée à M. Melançon. Quand tu parles de la FCM, là, tu dis 2 conseils. Est-ce que c'est 2 conseils qu'eux autres, on y a loué ou... Au niveau, M. le maire suppléant, au niveau de la FCM, il n'y a pas de limite que la FCM impose. C'est qu'est-ce que la municipalité juge raisonnable, la représentation de la ville, dans le cadre d'un congrès. Alors, nous, on a pris la perspective de 2. Lorsqu'on regarde un mandat de 4 ans, chaque membre du conseil peut au moins y assister une fois, au minimum. Mais s'il y a des membres du conseil qui ne peuvent pas, il y a toujours, on s'assure que la demande est faite autour des membres du conseil pour remplacer si. Alors, c'est un petit peu ça, un autre chiffre, mais c'est que ça n'aurait pas été 3, ça aurait été un chiffre impair. Alors, mais on va regarder qu'est-ce qui existe avec les autres cités du Nouveau-Brunswick. Parce que nous, par exemple, ici à Dieppe, on a toujours été à quoi? À 4, hein? Auparavant, l'article était à 4 plus le maire, oui, exactement. C'est que le seul commentaire que j'aurais à cet effet-là, c'est que, pour moi, c'est que les conférences, comme moi j'ai participé, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié, puis j'ai beaucoup appris, parce qu'il y a certainement des ateliers là qui sont de grande importance pour nous. À 2, ben, ça limite, bien sûr, la participation. Oui, c'est ça. Monsieur le maire suppléant, on reconnaît que ça apporte certains défis. On ne dit pas le contraire. C'est pour ça qu'on a ajouté un article que lorsque la conférence aurait lieu dans les provinces atlantiques, que ça ira à 3, parce que les dépenses de vol sont moins élevées. Alors, ça permet d'avoir un budget qui est respecté.
qui se comparent à aller dans l'Ouest canadien ou dans le centre du Canada. Alors, on a essayé de voir un équilibre entre tout ça. Avec la contrainte budgétaire, c'est qu'est-ce qui a été mis de l'avant pour votre considération. On reconnaît le défi. Merci, M. Melançon. M. Brideau, est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Simard a d'autres choses. Je vais passer à M. Béliveau, puis ensuite, je passerai la parole à M. Simard. Peut-être pour retourner sur des articles précédents, moi j'avais une question sur le 4, en parenthèse 1. Ça va faire justement le besoin de produire des reçus. Je n'ai pas de problème avec ça, évidemment. Mais j'ai expérience avec autre organisation qu'il y a un article qui apparaît pour dire en le cas où le reçu n'est pas obtenable, parce que ça peut être des 5-6 pièces pour du parking. Tu ne vas pas retourner à Halifax ou à Toronto pour avoir un reçu du parking. D'habitude, il y a une déclaration qui doit être complétée et signée. Et c'est une attestation que ta bien et belle fait la dépense. Si jamais c'est su que tu ne l'as pas fait, puis tu as signé la déclaration, puis tu as eu l'argent, ben là, c'est une question qui doit être évidemment réglée d'autre manière. Mais normalement, je vois qu'il y a cet article-là qui est mis au bout, déclaration que si tu as perdu le reçu ou tu ne l'as pas obtenu pour une raison ou une autre, tu peux évidemment, le formulaire existe, tu le signes, puis tu mets qu'est-ce que était la dépense que tu avais encourue. Alors, je soulève et je suggère, ça pourrait peut-être faire partie. Ça n'ajoutera pas une page. C'était un point que j'avais d'ajouter. Là, je faisais référence tantôt à d'autres points que je voulais amener. J'avais ce point-là, effectivement. On parle de déclaration assermentée dans ce cas-là, et puis possiblement qu'on pourrait rajouter un formulaire à la fin, là, un formulaire D. Exactement. C'est ce qu'on va vous proposer là, lors de la prochaine rencontre. C'est beau. Si vous me permettez, M. le maire suppléant, j'ai aussi à 5, parenthèse 2, où on fait référence justement à des frais partagés ou du covoiturage, plus particulièrement. Et je comprends que ça se peut bien que qu'est-ce qu'on cherche à vouloir faire, c'est faire identifier si qu'il y en a 3 dans une voiture, les 3 individus, leur budget va être le 300 pièces divisé par 3, ça veut dire 100 pièces chaque. Exactement ça. Mais le 300 pièces va y être remis à la personne qui a utilisé sa voiture. Et la raison que je le soulève, c'est que sinon, c'est un individu qui reçoit 100 pièces. C'est lui ou elle qui a utilisé sa voiture. Puis le 100 pièces ne peut probablement pas couvrir tous les coûts de l'usage, etc., etc. Alors, je soulève le point pour savoir est-ce que c'est la compréhension que la politique va bien et belle se dire, oui, il y a 300 pièces de dépenses, le budget va être, les 3 budgets vont être déduits 100 $ chaque, mais c'est la personne qui a utilisé son véhicule qui sera remis le 300 $, à titre d'exemple. Ce principe-là ne change pas, effectivement. Alors, c'est comme ça que la politique va être comprise? Oui, je vais probablement remplacer le mot par imputation plutôt que de partage. OK. Donc, ça va être plus clair de ce côté-là. Excellent. Merci. Merci, M. C'était aussi un point que je voulais amener. On est toujours sur la même page. Excellent. Donc, j'ai une autre question ici de la part de M. Nolan, conseiller Nolan. Merci, M. le maire suppléant. Excusez, M. Simard. Juste une question. Quand ça vient au montant pour le kilométrage, on émet 40 cents le kilomètre. Par contre, je sais qu'au niveau du gouvernement provincial, à cause c'est ça qu'on suit, on suit le même montant qu'eux. Si je me souviens bien de mon ancien emploi. Par contre, si un camion était utilisé, il y avait des cents de plus sur ces 2 ou 3 cents de plus le kilomètre si un camion est utilisé. C'est quelque chose... En fait, c'est un arrêté qu'on applique de mémoire. Je crois que c'est l'arrêté 7, si je ne me trompe pas, ou A7, qui détermine le taux qui est fixé pour du kilomètre, en fait. OK. Moi, je pose juste la question à cause que je sais qu'au niveau de la province, il y a une différence si tu utilises un camion ou un véhicule plus gros qu'une voiture comme la mienne. Là. Ici, on ne fait pas de distinction à la ville. OK.
Bon, M. Béliveau a une question, mais je vais passer la parole à M. Simard avant. Peut-être qu'il répondra déjà à votre question. Parfait, merci. Donc, on poursuit avec le 6e point, en fait, de la liste que je vous ai fournie. Il y a un nouvel article qui concerne la consommation personnelle de breuvages alcoolisés. On prévoit, en fait, on parle de consommation personnelle. Là. Je vous réfère à l'article 7.1b de la page 26. Donc, 7.1b, les dépenses encourues par le maire et les conseillers relativement à la consommation personnelle de breuvages alcoolisés ne seront pas remboursés. Donc, on fait référence, par exemple, à une soirée où quelqu'un achète un pack de 6 bières, amène ça à sa chambre d'hôtel. C'est un exemple là, d'éléments qui ne seraient pas remboursés. Je peux vous donner un exemple. Donc, il y a cet article-là. Et puis, concernant le vin, c'est le paragraphe suivant, le paragraphe C. Une dépense relative à l'achat de vin lors d'une réception ou fonction d'intérêt municipal peut être remboursée sur approbation du maire. Donc, vous êtes à un repas, à un souper, il y a une bouteille de vin, sur approbation du maire, ça va être remboursé. Voilà. Ça prend le reçu pour avoir le prix de la bouteille. C'est pas allumé encore. Ah, je pensais que c'était allumé. Peux-tu parler, là? OK. Allez-y, M. Virido. On prend un traffic controller ici, là. Non, c'est parce que ça m'est arrivé la première année où on était à un banquet. Et puis, le maire m'a fait signe de prendre la bouteille. Je l'ai pris, mais je n'ai pas pu me faire rembourser. Parce que dans un banquet, c'est court pour avoir un reçu. Là, quand il te sert à vos tables, c'est pas facile. On a un élément de solution là, en ce qu'on a parlé tantôt, l'impossibilité d'avoir votre reçu, donc une déclaration assermentée que vous avez fait la dépense. Donc, ça serait la solution dans ce cas-là. Et ça doit être signé par le maire aussi. Autorisé par le maire. Et ça doit être autorisé par le maire. En son absence. Donc, je continue. On est rendu au 7e point. Oui. Parfait. Donc, un des éléments qui avait été soulevé par la trésorerie, nos gens de trésorerie étaient mal à l'aise avec le fait de... Évidemment, leur travail, c'est de valider que l'information est correcte dans les réclamations de dépenses, mais ils se sentaient un peu mal à l'aise d'autoriser ça. Donc, ça a fait partie des éléments d'éclaircissement de cet arrêté-là, de confier l'approbation au maire, en fait, pour les dépenses des conseillers. Donc, cet élément-là, vous allez le voir, est reflété à l'article 3.2 de la page 21. Qui est un article qui était déjà là, mais qu'on remet. Là, les dépenses appropriées engagées au compte de la Ville et payées par le requérant seront remboursées à celui-ci sur présentation de sa réclamation de dépenses, approuvée ou préautorisée par le maire. C'est le petit bout de phrase qui a été rajouté. Donc, c'est la modification qu'on apporte dans ce cas-ci. Donc, je poursuis avec le 8e point. On a ajouté des dépenses non remboursables. On parle de contributions financières ou des dons à des organismes à but lucratif ou non lucratif. Évidemment, il ne serait pas approprié de prendre des sommes de vos budgets de frais de déplacement, exemple, puis de fournir ça à des organismes comme ça. Donc, ça fait partie des frais qui sont non remboursables. Puis de toute façon, il y a d'autres programmes ici à la municipalité qui fournissent des sommes à ces organismes-là. Et on a ajouté aussi l'élément frais relatif à un constat d'infraction. Donc, ça parle en soi, là, c'est un élément qu'on a rajouté. Effectivement, si vous êtes trouvé coupable de conduite dangereuse ou avez plaidé coupable, c'est pas quelque chose qu'on peut endosser. Donc, on l'a rajouté dans les éléments qui ne seront pas remboursés.
Donc, on passe au 9e, le point suivant. Il n'y avait pas de pratique établie par équipe par rapport au remboursement, aux ajustements, aux erreurs de paiement. Si on remboursait en surplus ou en moins comparativement à ce que la politique permet, il n'y avait pas de mécanisme de correction, donc on en a ajouté un. Vous pouvez le voir aux articles 12.2 et 12.3 de la page 28. Je passe au 10e point. C'est simplement qu'on a ajouté, on a en fait rafraîchi, je dirais plutôt, les formulaires A et B. Le formulaire A, c'est le formulaire que vous connaissez bien, là, c'est le formulaire de réclamation de dépenses. Vous allez voir, il a été un peu modifié en ce qu'on a enlevé les heures. En fait, là, on va fonctionner avec les dates simplement. Et il y a le formulaire annexe B, analyse d'épargne nette. Vous savez, quand vous décidez soit de renoncer à prendre l'avion, mais plutôt à prendre votre auto, on fait un comparatif là, du coût que ça peut occasionner à la ville et on paye le moindre du déplacement en voiture ou du coût du billet d'avion à prix économique. Donc, ça, c'est le formulaire qui vous permet de faire cette analyse-là et le calcul qui est à faire. On a parlé tantôt d'un nouveau formulaire, c'est le formulaire C, en fait, l'annexe C. On a créé un formulaire de demande d'avance pour déplacement. Donc, il va être distinct évidemment là, du formulaire A, la réclamation de dépenses. Ça va permettre à nos gens de finances de ne pas se mélanger, entre autres. Donc, évidemment, c'est pour les demandes d'avance. Là, on sait très bien que ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent, là, mais c'est à votre disponibilité. Donc, c'est là. On en a discuté tantôt. On a parlé d'un formulaire D je vais vous produire ça. On va travailler là-dessus. On parle de déclaration assermentée en cas de perte des reçus. Donc, je vais créer ça. Je vais vous fournir ça à la prochaine rencontre. Et le dernier point qui n'a pas été couvert et que je voulais absolument soulever avec vous, c'est l'article 15.2 de la page 29. C'est une modification selon laquelle tous les voyages effectués à l'extérieur de la province doivent être autorisés préalablement par le maire. Avant, on parlait à l'extérieur du Canada. On a changé ça par à l'extérieur de la province. Donc, c'est la dernière modification majeure, je dirais, de la politique A27. Évidemment, il y en a d'autres. Je vous invite à prendre connaissance de cette politique-là si ce n'est pas déjà fait. Et puis, évidemment, à me fournir vos commentaires lors de notre prochaine rencontre. M. Béliveau. Merci, M. le maire suppléant. 2 points. Celle qu'a à faire avec les repas, que ce soit au Canada ou à l'extérieur, je trouve toujours avec intérêt les dépenses ou les frais qui peuvent être réclamés pour chaque repas. Mais dans le cas d'une pleine journée au Canada, les frais individuels viennent à 75 $, mais si tu les recharges, c'est rendu à 65 $. C'est un exemple que je trouve assez intéressant, mais un exemple qui devrait possiblement demander une réévaluation. Si ça t'a coûté 15 $ pour le déjeuner, puis il y a des villes où 25 $ pour ton dîner, c'est pas loin, 40 $, il n'y a pas de bouteille de vin, tu as dépensé ton 75 $. Vrai qu'on voyage, très souvent, il y a des repas qui sont fournis par l'événement même. Mais je pense que si tu réclames les 3 repas, je ne pense pas que le 10 $ par jour va faire une énorme différence sur un budget de 52 millions. L'autre point que je soulève, le même raisonnement s'appliquerait à l'extérieur du pays, où que c'est rare que les voyages à l'extérieur nous donnent une grande occasion pour faire partie d'événements que la bouffe est payée. Vrai, il y en a certaines que ce l'est, mais les repas d'habitude sont la responsabilité du représentant de la délégation de la municipalité. Alors, sur ce point-là, en général, je demanderais
avec le taux de kilométrage, à savoir si qu'on aurait eu raison de vouloir évaluer ou regarder qu'est-ce que les taux à la province du Nouveau-Brunswick. Puis la raison, je soulève ça, étant donné qu'on est, comme on dirait, géré par la loi municipale de la province du Nouveau-Brunswick, il y a peut-être raison de vouloir l'examiner. Je retire mon commentaire si que les taux qui sont payés par la province sont moindres que les taux qui sont proposés aujourd'hui. Mais évidemment, je pense qu'on devrait au moins prendre l'occasion de le regarder parce que ça se peut. Dans ce cas-là, je retire tous les commentaires précédents. Mais d'une manière ou d'une autre, je m'y tiens quand même aux réclamations des frais des repas à l'intérieur du Canada ou à l'extérieur. Je pense que, comme que je l'ai bien expliqué, je pense, le limiter individuellement à 125, le limiter à 100, individuellement 75, le limiter à 65. D'aujourd'hui, là, ça se tient. En 2016, là, c'est pas des extravagances quand on voyage puis on demande ces frais-là. Est-ce que c'est la limite par jour que vous voulez revoir ou c'est les montants de chacun des repas ou les deux? Non, moi, le montant, écoutez, il va y avoir des modèles. Si vous allez regarder au fédéral, le fédéral est rond environ 96 $, mais il y a des faux frais pour environ 20 $ dans ce montant-là. Puis ça, je ne le regarde pas. Je suis d'accord que le 15, le 25 et le 40, je pense, s'appliquent encore aujourd'hui. Le 25, 40 et 60 également. Mais si quelqu'un réclame les 3 repas au Canada, ce n'est pas 65, c'est 75. C'est le total des 3 repas. Et également la même application. Bon, on s'en fait un autre 5 $. Alors, ça sera 80 $. Alors, la réduction n'est pas de 15 $ et du côté à l'extérieur de 25 $. Parce que là-dessus, qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, d'habitude, on doit inclure un pourboire si on veut se faire passer comme du monde qui ont du savoir-faire. Alors, c'est mon petit point. Puis, kilométrage, la même chose avec la province. C'est à savoir, si vous n'avez pas fait l'analyse, je vous demande de le regarder puis nous rapporter les renseignements. Monsieur le maire suppléant, sur la question du kilométrage, à peu près 15 mois passés, on avait fait l'exercice. Et là, le prix du gaz a fait une chute. Alors, justifiait difficilement de réviser notre taux kilométrage à la hausse. Mais on a fait la recherche du provincial fédéral. C'est certains qui sont un peu plus élevés que le nôtre. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont dans la bonne classification, eux aussi. Mais on avait fait l'exercice, puis on était prêt à venir au conseil jusqu'à ce que le prix du gaz, à notre bénéfice, à tout le monde, a diminué. Mais l'exercice a été fait, mais on peut partager l'information si vous le souhaitez. Conseiller Nolan. Merci, M. le maire suppléant. J'aimerais aussi savoir si on a regardé la possibilité, quand ça vient à une location de véhicule versus prendre une auto personnelle, vu que, dépendamment de certaines distances, aller-retour, le coût de prendre ta propre voiture, vu que tu es payé un certain montant de plus que juste le gaz, c'est qu'après un maximum de kilomètres encourus dans une direction, vu qu'il faudra que tu la fasses de retour, ça serait-il pas moins cher, dans certains cas, de faire la location d'une voiture, que ce soit compacte ou moyenne ou sédan ou whatever? Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut regarder aussi? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a été considéré? La formule C est là pour cette raison. Alors, vous pouvez faire l'exercice de vérifier qu'est-ce que le frais de location, le coût du gaz aussi, parce qu'on doit payer la facture du gaz, et de faire l'exercice comparatif avec le kilométrage qui est payé. C'est certain qu'on regarde toujours le côté le plus économique pour la ville. Il y a beaucoup de variables aussi. Excusez. Il y a beaucoup de variables, dépendamment du véhicule que vous prenez. Il y a, selon les compagnies aussi, il y en a que c'est le kilométrage illimité, il y en a d'autres que c'est non, c'est un certain frais pour les premiers X kilomètres, puis un autre frais qui s'applique par après. Donc, c'est un exercice qui peut être assez fastidieux, je dirais, mais on peut faire l'exercice si vous voulez. Et il y a aussi un autre élément, je pense que si on prend une voiture de location pour plusieurs journées, là, ça coûte probablement moins cher de prendre sa propre voiture puis sans payer le kilométrage. Oui, c'est vrai. Alors, ce sont tous des éléments auxquels il faut tenir compte. Surtout si c'est à l'intérieur du Nouveau-Brunswick, c'est plutôt... Ouais. Lorsque tu sors à l'extérieur de la province pour une conférence ou des choses comme ça, là, ça peut être un autre contexte. Oui.
Puis deuxième question, quand ça vient aux dépenses encourues qui doivent être préautorisées par le maire à l'extérieur de la province du Nouveau-Brunswick, personnellement, vu que le maire doit approuver les réclamations de dépenses de toute façon, vu que c'est préautorisé ou non, moi, je verrais plus du sens que ça soit au point de vue des maritimes. Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, peut-être pas l'île du Prince-Édouard, à cause il y a quand même les frais du pont, mais la Nouvelle-Écosse, des fois, il y a des réunions à Amherst pour d'autres, comme pour des raisons municipales. Donc, ça serait ma suggestion, vu que notre communauté est vraiment le hub des provinces maritimes, que ça ne dérange pas si que je conduis à Edmundston ou que je conduis à Halifax. C'est moins loin que je vais à Halifax dans une autre province que c'est que je vais à Edmundston à l'autre bout de la province. Ça serait mon commentaire là-dessus. Ouais. Ici, le contexte du pourquoi qu'on a identifié le Nouveau-Brunswick, c'est qu'on a 3 associations municipaux qu'on est membres. Alors, si les membres du conseil sont sur des comités de travail, c'est à l'intérieur de la province. Les FCM, c'est la même chose. Il peut y avoir certains comités, dont la conseillère d'alerte, il y a juste un comité. Alors, ça, c'est préautorisé également. Alors, avant de donner son nom, ils l'ont discuté avec le maire, comme que vous devriez le faire. Alors, si c'est à l'extérieur de la province, c'est pour ça qu'on est arrivé avec la préautorisation, s'il y a une dépense qui est engendrée. Alors, ça reste à vous à prendre la considération et de prendre la décision. Mais le contexte du pourquoi, c'est comme ça. OK. Ça répond, M. Nolan? Oui. OK. Alors, il ne semble pas y avoir d'autres questions. Donc, on verra cette proposition-là au Conseil dans les prochaines semaines. Effectivement, oui. C'est quelques ajustements qui nous restent à faire. On vous représente ça d'ici les prochaines semaines, effectivement. Merci beaucoup, monsieur. Beau travail. Bon, alors on passe au prochain point, c'est mise à jour sur le comité consultatif. Comité consultatif d'accessibilité. Monsieur Béliveau. Ah, excusez-moi. Merci, Monsieur le maire suppléant. Le comité s'est justement rencontré la semaine dernière. Vraiment, le point dans lequel on est en train de travailler avec un groupe de travail du comité même, c'est la préparation de la semaine de sensibilisation qui va être le 29 mai au 4 juin cette année. C'est la semaine provinciale, alors on fait partie de la célébration provinciale. Le thème provincial, c'est encore une question d'emploi et l'accessibilité de l'emploi pour les personnes avec des besoins particuliers. Ici en ville, on va vouloir probablement préparer une variété d'activités au cours de la semaine qui impliquera justement les jeunes, les moins jeunes, puis qui tombera sur des thèmes variants. On a fait mention que les sports ou un individu qui excelle dans les sports et qui a le défi d'un besoin particulier sera certainement en vedette, mais il va y avoir aussi un volet artistique. Puis on va chercher justement pour autant de volets qu'on peut pour présenter à la communauté les succès que ces personnes-là ont pu obtenir en composant justement avec un besoin particulier. Alors ça, c'est une date à vouloir inscrire sur votre calendrier. Il y aura des activités qui vont certainement être à l'invitation du Conseil du 29 mai au 4 juin. L'autre point, ce sera que le professeur Lévesque de Mount Allison est en train justement de compléter son projet de recherche de renseignements justement sur le transport adapté, parmi autres choses. Alors, de ce côté-là, on va travailler évidemment avec nos représentants sur Transpo, Kodiak Transpo, pour s'assurer que s'il y a des changements qui peuvent être faits plus tôt que plus tard, ça sera évidemment apporté au Conseil pour considération et ensuite évidemment étudié par les administrateurs municipaux de ce dossier. Alors ça, c'est les deux grosses choses que le comité est en train de travailler dessus. C'est à peu près tout. Je répondrai à des questions si il y en a, Monsieur le maire suppléant. Est-ce qu'il y a des questions pour le conseiller Béliveau? OK. Alors,
On va passer au prochain, qui est le comité consultatif sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Alors, je vais m'en occuper. Alors, à la dernière réunion, on avait parlé depuis un bout de temps de faire une analyse selon le genre, pour voir, puis là, on a décidé de regarder à quelles activités de la ville qui conviendraient le mieux. Et puis, on a examiné la question de toutes les activités qui sont organisées pour les aînés. Alors, c'est un thème, je pense, qui se prête très bien à une étude comme celle-là. Alors, on a rencontré le groupe des aînés, à savoir s'ils seraient intéressés à participer conjointement avec nous à un projet comme ça. Puis, ils semblaient être très intéressés. On n'a pas eu de réponse formelle parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient en discuter avec leur conseil d'administration au complet. Il y avait des gens qui manquaient, alors ils voulaient en parler plus tard, puis ils vont nous revenir là-dessus. L'autre chose, on a discuté il y a un bout de temps passé de l'équité salariale à la ville de Dieppe. Et puis, on s'est rendu compte qu'on est très équitable à la ville de Dieppe en termes d'équité salariale pour les hommes et les femmes, ou pour c'est-à-dire les postes de valeur, comment on dit ça? Oui, poste de responsabilité égale à salaire égal. Alors, et ce qu'on s'est dit, il y a beaucoup de gens, les gens du comité n'étaient pas au courant de ça. Alors, on s'est dit, si eux autres ne sont pas au courant, il n'y a personne d'autre dans la population qui est au courant. Alors, ce serait une bonne idée que la ville en fasse la promotion pour que les gens le sachent et aussi pour montrer l'exemple aux autres municipalités qui pourraient en faire autant s'ils ne le font pas déjà. Alors, une autre façon de le faire, c'est peut-être d'aller faire une présentation à l'Association des municipalités. Alors, ce sont des suggestions qu'on offre à la ville. Alors, c'est au conseil à décider si on veut poursuivre ça et à l'administration à savoir est-ce que vous voulez vraiment participer à promouvoir ça. Je pense que c'est pas souvent qu'on a l'occasion de se péter les bretelles, mais je pense qu'il faudrait le faire. Alors, on a aussi discuté d'un projet pour la journée de la femme l'année prochaine. Je ne peux pas dévoiler les détails parce qu'on a encore de la recherche à faire pour savoir si c'est possible de le faire, mais je pense que c'est une excellente idée qui a été proposée. Puis, on vous ramènera ça lorsque ce sera mis en branle ou décidé qu'on va de l'avant avec ça. Alors voilà pour le comité. Est-ce qu'il y a des questions de la part des autres membres du conseil? Non? Alors on passe au comité consultatif de l'environnement. Je pense que c'est M. Brideau, conseiller Brideau. Alors, rien ne va plus. Je pensais de pouvoir réanimer le comité de l'environnement avant la fin de notre mandat, mais je réalise que pour moi, le temps, ça sera impossible. On n'a pas pu se rencontrer pour en discuter, moi et le maire, et ainsi que Luc Richard. Et puis, parce que le mois d'avril, je serai absent de toute réunion. Et le 9 mai, bien, vous savez qu'est-ce qui va se produire. Et puis, donc, on va souhaiter que le prochain conseil va pouvoir réanimer ce comité-là. Parce que je crois dans le comité de l'environnement, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire là. Il y a des choses qu'il faut absolument faire la lumière dessus, parce que c'est un comité consultatif. Alors, c'est ça, là, au niveau de... Il va y avoir des discussions qui vont être prises. Il faudra qu'ils soient pris assis à la table avec les gens qui seront encore là à ce moment-là. Alors, pour ce soir, malheureusement, je ne peux pas vous donner plus de résultats parce qu'on ne s'est pas rencontrés du tout depuis Noël et même depuis l'été dernier. Merci, M. Brideau.
Et le prochain, c'est le comité consultatif de la francophonie. Et Mme Dallaire n'est pas ici, alors on aura un compte rendu à la prochaine réunion. Sur ce, on passe au prochain point qui est une mise à jour du comité de gouvernance sur le transport en commun. Alors, Monsieur le conseiller Cormier. Et la lumière fut. Merci, Monsieur le maire adjoint. Quelques points. Je suis heureux de rapporter aux citoyens de Dieppe que les pressions faites par le conseil municipal de la ville de Dieppe a porté fruit puisque tous les nouveaux conducteurs d'autobus doivent avoir une connaissance de la langue française. Ils ne sont pas nécessairement obligés d'être parfaits bilingues, mais ils doivent pouvoir répondre des questions de base en français à nos citoyens. Également, je suis heureux de rapporter que 10 conducteurs actuels ont demandé pour suivre des cours en français, soit pour améliorer leurs compétences, et là, je ne me rappelle pas par cœur le combien c'est pour... Ils parlent déjà, ils connaissent déjà un peu la langue française, ils veulent améliorer leurs compétences, mais d'autres, c'est pour obtenir une base en langue française pour pouvoir répondre aux questions. Alors, selon moi, ça, ce sont des bonnes nouvelles pour nos citoyens à Dieppe qui pourront se faire servir dans leur langue maternelle. Également, je voudrais rappeler que le transport est gratuit pour les aînés tous les mercredis sur Kodiak Transpo. Également, Kodiak Transpo a décidé lors de la dernière réunion, la semaine dernière, de maintenir ou de reprendre ce qui avait été fait. Pour nos étudiants et étudiantes, le transport sera gratuit au mois de juillet et août. Alors ça, c'est de bonnes nouvelles. Et aussi, des fois, la mémoire, c'est une faculté qui oublie, là. La semaine de l'environnement, je pense que c'est la première semaine de juin, Kodiak Transpo a décidé d'offrir des trajets gratuits pour essayer d'enlever les autos ou un certain nombre d'autos sur la route pour aider à l'environnement. Alors ça, ce sont de bonnes nouvelles. Parce que vous avez parlé des aînés, le mercredi, que c'est gratuit. Est-ce qu'on donne une définition d'aîné? Est-ce que c'est 50, 55, 60? Je ne sais pas si les conducteurs ont le droit de demander, parce que maintenant, avec la loi sur l'information, beaucoup d'endroits nous disent on ne peut plus demander l'âge. S'ils nous disent « je suis un aîné », ils doivent accepter ça comme la vérité. Moi, je n'ai pas de misère, là, mais je pense que c'est 55 ans qui est la norme acceptable pour la définition d'aîné. Mais je ne mettrai pas ma dernière pièce au jeu là-dessus, sur le chiffre 55. Alors, en gros, Monsieur le maire adjoint, c'est ça nos discussions. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions pour le conseiller Cormier là-dessus? Personne? Alors, j'avais la lumière de M. Jordan. Merci, M. Marsupléon. J'avais juste une suggestion. Vu que le rôle de cette réunion, c'est d'informer, puis qu'on a fait l'ajout des comités consultatifs, je suggérais, vu que c'est une de nos items budgétaires les plus importantes, au coût de passer 5 millions de dollars, je suggérais qu'on ait une mise à jour des activités de l'autorité policière régionale du représentant, vu que c'est quand même un service qui est très important, donc une mise à jour du dossier. Spécialement, on reçoit tous les chiffres, nous, à toutes les semaines, des activités qui se passent. Le taux de criminalité est en train d'augmenter de la région, donc je pense que ce serait sage qu'on ait une mise à jour du représentant au point de vue du CRPA. Donc, ma suggestion pour asseoir, ça reste au personnel à faire la décision. Merci. On les a d'inviter, M. Marsupléon, aux réunions du conseil. Alors, si vous souhaitez avoir une présentation particulière, on peut leur demander. Ce serait du membre du conseil liaison.
Alors, si le conseiller de liaison a des mises à jour, on peut certainement ajouter un item autre rapport de comité ou représentation de Dieppe, qui peut être celui-là, le théâtre Capitole, il peut y en avoir d'autres également. Ce serait peut-être une bonne opportunité. Si c'est ça la volonté du conseil, on peut mettre tous les items de rapport qui doivent être faits. Alors, s'il n'y a rien dans la réunion, il n'y aura rien. S'il y a quelque chose, le sujet sera là. Merci. Alors, sur ça, il ne reste plus rien à l'ordre du jour. Alors, je déclare la séance levée.